Je vous remercie, Guillaume Laplante aussi, pour votre invitation, et puis les organisateurs de ce séminaire, François. Surtout, je comprends qu'il s'agit d'un séminaire sur l'actualité des romantismes, qui se clôt cet après-midi sur les rapports entre Lower et Hegel, c'est-à-dire sur les rapports entre mathématiques et dialectique, et plus spécialement à travers Hegel, donc sur le rapport entre mathématiques, musique et dialectique. Alors, pour ma part, je peux parler seulement du rapport entre musique et dialectique, et même entre musique et philosophie. Voilà. Mais là, vous avez eu beaucoup de démonstrations mathématiques, donc je pense que voilà, c'est pas utile qu'on revienne dessus. Tout a été démontré. Voilà. Je m'attacherai à ce lien entre musique et dialectique, euh, en espérant pouvoir peut-être apporter alors quelque chose des débats en me plaçant de ce point de vue-là de la philosophie et de la façon dont celle-ci appréhende, on pourrait dire aussi dialectiquement la musique, c'est-à-dire il y a une façon de faire de la philosophie dialectique, ou peut-être une façon de faire de la musique aussi qui serait dialectique, et puis aussi une façon de la théoriser ou de la réfléchir. Voilà. L'enjeu, c'est aussi la façon dont la philosophie pense son lien dialectique avec la musique, ou même sur la façon dont la philosophie donc, peut penser ce rapport. Or, ce domaine de réflexion, c'est vrai que c'est un domaine très spécifique à la philosophie d'Adorno. Enfin, peu de philosophes sont allés plus loin. Et d'ailleurs, Adorno, c'est un philosophe qui a poussé le plus loin, je pense, non seulement la réflexion sur la musique, mais plutôt l'idée d'une identité de la musique et de la philosophie qui passe en particulier par la question de la dialectique. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existe pas du tout dans Hegel, par exemple. Enfin, ou du moins qu'on peut retrouver, mais justement à travers un détour, en faisant le détour par Adorno, en faisant une lecture de Hegel par Adorno, justement. Voilà, c'est d'où l'idée d'aborder cette question de Hegel et la musique, ou Hegel et Beethoven, à travers cet ouvrage d'Adorno. Puisque effectivement, Adorno part de l'idée que vous avez rappelé qu'il ne s'agit pas simplement d'une comparaison, à la comparaison entre la musique de Beethoven et la philosophie de Hegel, ni même comme une analogie, mais selon Adorno, il s'agit de la chose même, c'est-à-dire il s'agit d'une même chose dans le processus de la philosophie, dans le processus de la musique, mais s'il s'agit d'une même chose, il faut aussi le démontrer, c'est ça qu'il s'agit de penser. Voilà, puisque la plupart des philosophes, au contraire, dans la tradition philosophique et particulièrement dans la tradition hegelienne, tiennent au contraire à poser une distinction très forte entre ce qui serait le domaine de la philosophie d'une part et le domaine de l'art en général, et donc de la musique, de la littérature d'autre part. Donc ça, c'est une spécificité aussi de l'approche d'Adorno qui soulève évidemment pour nous beaucoup de questions. Et puis là, je vois aujourd'hui, il y a encore un troisième terme, c'est la mathématique. Cette identité de la philosophie et de la musique qui pourrait être désignée par le vocable de dialectique pourrait laisser aussi ouverte la question d'une identité à trois, enfin, entre musique, dialectique et philosophie. Mais ça, cette question, je ne vais pas en traiter, je vous laisserai le soin d'en traiter. Si tu veux bien. On a rencontré aussi dans ce séminaire avec la non-philosophie d'Aruel, qui paradoxalement, alors qui n'est pas plus dans le même champ philosophique, mais qui soutient aussi à peu près D'accord. La philosophie et la musique, c'est la même chose. Enfin, puisqu'on avait même discuté un livre qui était un livre de philo, qui prétendait être une œuvre musicale. Alors, du patin à glace. Moi, je faisais du patin à glace, mais et je me cassais la gueule parce que je ne sais pas le faire. Mais enfin, c'est pour te dire, il y a d'autres
chez Laruelle. Tu connais, non? Eh ben, il faut Oui, il faut François que je me Laruelle, enfin, bon, cultive. il y a quelque chose comme Ouais, ça, mais qui ne d'accord. se fait pas sous le site de la dialectique, tu vois, qui se fait sous le site de la non-philosophie. Bon, Mais en tout cas, moi, une chose que j'aimerais mentionner, c'est que l'approche de Laruelle qui ressemble à celle d'Adorno. C'est-à-dire, il dit, dans ces situations mathématiques, il y a une incarnation de la dialectique. Et en tout cas, pour ces situations, évidemment, ça ne recouvre pas toutes les mathématiques, mais dans ces situations, il y a identité entre enfin, la philosophie et la mathématique. Et donc, à ce titre-là, moi, c'est pour ça que j'ai été vraiment fasciné par la lecture d'Adorno, parce que j'ai retrouvé, si vous voulez, la même attitude que je connaissais de Laruelle par rapport à la dialectique. Je l'ai retrouvé chez Adorno entre la musique et la dialectique. Donc, si vous voulez, ça fait un chapeau. On peut partir de la philosophie et aller à la fois à la musique et aux mathématiques. Mais... Donc, au cœur de notre philosophie, il y aurait la dialectique comme finalement le noyau commun. Voilà. En tout cas, mais c'est ça l'hypothèse, à mon avis, à travers les prochaines. Mais c'est quelque chose que tu avais déjà abordé, c'est de dire que la musique et les mathématiques se rejoignent à travers la philosophie et pas directement. Oui, mais là, c'est plus. Quand même. À travers la dialectique, plus exactement, à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Non. Alors, je fais une petite remarque d'ailleurs, peut-être si vous voulez, sur la question du romantisme, sur le thème du séminaire, en faisant une remarque, parce que effectivement, Beethoven et Hegel appartiennent à l'époque du romantisme historiquement. Mais ça ne signifie pas qu'elles appartiennent au mouvement du romantisme, dont je vous remercie pour cette citation. Elle me paraît tout à fait pertinente. Le fait que Beethoven contient tout le romantisme, mais aussi sa critique, voire toute sa critique. Et on pourrait dire aussi la même chose de la philosophie de Hegel, en un sens. Voilà. Donc, ce sont des positions qui s'écartent aussi bien en fait, de la position romantique. Alors, pas seulement parce que c'est des positions qui appartiendraient à une époque classique ou néoclassique ou pré-romantique, mais aussi parce qu'elles justement, elles peuvent se comprendre déjà comme des formes de critique du romantisme. Et d'ailleurs, on a défini la philosophie de Hegel, qui est l'ouvrage d'Otto Pögeler, par exemple, comme une critique du romantisme. Otto Pögeler, c'était l'ancien directeur du Hegel Archive. Alors ça, c'est peut-être pas traduit en français, donc ça s'appelle Hegel, critique du romantisme. Voilà, c'est lui qui était à l'origine de l'édition aussi des œuvres de l'édition monumentale de Hegel. Critique du romantisme. Alors, qu'il s'agisse du romantisme politique ou du romantisme esthétique ou du romantisme philosophique. Alors, j'ai en tête, en fait, une petite citation de Balzac dans Les Illusions perdues en 1821. Balzac dit quelque chose du type, enfin de ses personnages bien entendu, mais je peux peut-être vous trouver la citation parce que ça va vous intéresser. Ouais, voilà, c'est ça. Dans Les Illusions perdues, il y a un personnage qui dit: Mon cher, vous arrivez au milieu d'une bataille acharnée, il faut vous décider promptement. La littérature est partagée en plusieurs zones, mais les sommités sont divisées en deux camps. Les écrivains royalistes sont romantiques, les libéraux sont classiques. La divergence des opinions littéraires se joint à la divergence des opinions politiques. Et s'ensuit une guerre à toutes armes, encre à torrent, bons mots à faire émoulus, calomnies pointues, sobriquets à outrance entre les gloires naissantes et les gloires déchues. Par une singulière bizarrerie, les royalistes romantiques demandent la liberté littéraire et la révocation des lois qui donnent des formes convenues à notre littérature, tandis que les libéraux veulent maintenir les unités, l'allure de l'alexandrin et les formes classiques. Les opinions littéraires sont donc en désaccord dans chaque camp avec les opinions politiques. Si vous êtes éclectique, vous n'aurez personne pour vous. De quel côté vous rangez-vous? Et c'est un peu la situation d'ailleurs d'Adorno dans la philosophie de la nouvelle musique, effectivement. Donc, de quel côté vous rangez-vous, effectivement, entre la musique moderne, tentation classique ou néoclassique, d'un point de vue esthétique. Alors que le point de vue politique, justement,
Alors, il apparaît aussi chez Hegel parce que, du point de vue effectivement politique, le romantisme et l'école romantique en Allemagne correspond donc à la théorie et à la pratique de la restauration, enfin, sous toutes ses formes, si vous voulez. Donc, c'est là qu'on peut opérer la distinction entre romantisme politique et romantisme esthétique, parce que pour Hegel, par exemple, dans sa théorie de l'art, il y a un concept de l'art romantique. C'est le concept d'ailleurs, il est identique au concept de l'art moderne, c'est-à-dire modernité et romantisme. Dans Hegel, ça se rejoint. Donc, ça veut dire qu'il y a une validité du point de vue esthétique du concept du romantisme, alors que du point de vue politique, dans la philosophie du droit, ben, ça ne serait pas le cas. Et d'ailleurs, ça n'est pas un concept, voilà, c'est un concept qui demeure purement esthétique. Il n'y a pas de concept du romantisme en politique chez Hegel ou en philosophie, justement, ça n'existe pas. Et donc, ça se retrouve après. Voilà, d'où cette idée. Donc, ça peut peut-être rentrer dans votre problématique. Voilà, mais moi, je ne parlerai pas de la question du romantisme en tant que tel. Voilà, donc ce dont on peut parler, c'est peut-être plutôt la façon dont la philosophie, et puis même la philosophie de la modernité, on théorise ce lien entre musique et dialectique, tel qu'il s'exemplifie justement dans cette relation Hegel et Beethoven. Donc, et de ce fait, c'est pourquoi on peut s'attacher à la philosophie d'Adorno. D'ailleurs, la philosophie d'Adorno elle-même est en lien non seulement à la modernité aussi, mais également au romantisme, un peu comme comme la musique de Beethoven dont elle parle. Et donc un peu comme la philosophie de Hegel également. Déjà au sens où donc elle thématise évidemment et défend la modernité. Je pense que la philosophie d'Adorno, c'est un des manifestes de la modernité, aussi bien du point de vue de l'esthétique de la musique, mais d'une façon générale, ce qui est l'enjeu aussi de tous les discours sur la modernité. Donc c'est aussi contre Adorno que devra aussi se positionner Habermas dans son discours philosophique sur la modernité. Donc, c'est une défense de la modernité. Donc, pour reprendre aussi les enjeux que tu avais définis pour le séminaire que j'ai pu voir, donc dans une identité en fait entre romantisme et modernité. Pour Adorno, je ne pense pas qu'il y a lieu effectivement nécessairement de les opposer. Enfin, mais ça suppose peut-être effectivement d'avoir un concept du romantisme particulier. Donc, je dirais elle est liée au romantisme aussi dans sa forme, dans son organisation, dans son écriture. Elle emprunte un des traits essentiels, à savoir la forme fragmentaire. Et la forme fragmentaire qui est pensée aussi peut-être négativement en rapport à la forme système, hein, et à la question de la totalité. Euh, C'est-à-dire que le fragment, il est fragment parce qu'il se pose par rapport à une conception de la totalité à laquelle il répond. En fait, c'est ça, c'est une position négative à l'égard de la totalité, je dirais, le choix du fragment. Et ça, c'est déjà chez les romantistes d'Iéna, et ça se retrouve même chez le premier Hegel, à l'époque où justement de ses premiers écrits d'Iéna, vous trouvez il y a des fragments, des aphorismes, et puis après il y a une décision et formelle aussi qui consiste à donner à la philosophie la forme une forme systématique. On peut laisser de côté, d'ailleurs, on peut voir d'ailleurs cette forme systématique peut avoir d'ailleurs des liens. Ça, c'est une autre question, je pense, que la dialectique avec une conception mathématique de la philosophie au sens de Spinoza, enfin, et de Descartes. Enfin, voilà. Ça, ce serait une autre question. Voilà. Mais donc le livre sur Beethoven lui-même, il se présente sous une forme fragmentaire. Alors ça peut apparaître comme un trait qui est lié évidemment, il y a une dimension de contingence parce que ce serait lié à l'état d'inachèvement du projet d'Adorno, mais ça entretient quand même un lien sur le fond avec la forme sous laquelle s'exprime le romantisme donc philosophique qui remonte
au romantisme allemand des années 1790 à Iéna, le romantisme iénien. Donc, je pense qu'il y a quand même une trace aussi dans la forme même, et le fait même qu'il soit laissé sous cette forme-là, ce n'est pas complètement contingent, parce que dans l'ouvrage, quand même, des ouvrages majeurs d'Adorno qu'il a écrit avec Max Horkheimer, donc Dialectique der Aufklärung, la dialectique de la raison, donc on trouve pratiqué et revendiqué, même comme un élément central, c'est la forme fragmentaire. Ça s'appelle d'ailleurs, le sous-titre, c'est fragments philosophiques. Et même dans Négative dialectique, dans la dialectique négative, l'ouvrage de 1966 d'Adorno, donc son ouvrage central où il expose justement sa conception de la philosophie et donc de la dialectique, d'où dialectique négative, en fait, sous l'apparence même générale de grandes formes et de formes continues, processuelles, on pourrait mettre aussi, enfin, on peut mettre en évidence une logique fragmentaire sous-jacente qui est tout aussi essentielle, même si elle est partiellement dissimulée, puis qui entretient aussi un rapport différent à la systématicité. Enfin voilà, donc c'est cette constellation en fait à trois entre Beethoven aussi, Adorno et, euh, et Hegel. Voilà. Donc, mais la question de fond, c'est effectivement dans quelle mesure on peut parler d'une logique ou d'une dialectique à l'œuvre dans la musique. C'est ça ce que vous avez peut-être déjà commencé d'en parler. Et puis, alors pour les philosophes, des difficultés, c'est peut-on considérer la logique aussi musicale comme identique à la logique philosophique et à la dialectique. Donc, par exemple, pour Marx Horkheimer, qui est très proche d'Adorno, donc il est impossible de comparer une œuvre philosophique. Enfin, il dit la philosophie n'est pas une symphonie. Enfin, on ne peut pas pour lui comparer une œuvre philosophique avec une œuvre musicale, et c'est un reproche qu'il fait à Adorno. Donc, vous voyez, c'est déjà une tension à l'intérieur même d'un champ théorique très très proche. Voilà, donc pour Adorno, plus précisément, la question est de savoir dans quelle mesure la musique et la dialectique à l'œuvre dans la musique peut constituer même un modèle pour penser la logique, ou pour penser la dialectique, ou pour la repenser. Dans ce cas-là, effectivement, le passage par l'analyse de la musique et l'analyse de la musique de Beethoven, ça permettrait aussi de pouvoir repenser la dialectique après Hegel, après Marx, enfin, y compris dans la dialectique négative. Voilà, du point de vue de la logique et de la philosophie, et en particulier pour penser aussi ou justifier une forme de logique spéculative dans des termes qui ne soient pas empruntés à la logique classique, puisque en philosophie, le débat, enfin, depuis le 19e siècle, mais particulièrement au 20e siècle jusqu'à aujourd'hui, donc il y a quand même une opposition, enfin le modèle de logique dominant n'est pas celui de la logique spéculative hegelienne, mais en même temps, la logique spéculative hegelienne est un enjeu dans les débats autour de la logique, voilà, par opposition aux conceptions de la logique formelle ou de logique dite mathématique. Voilà, c'est déjà ce débat dans lequel intervient Adorno, et je pense que ce livre aussi sur Beethoven dit quelque chose dans ce champ-là du débat sur la logique et justement sur des discussions autour de logique formelle ou logique spéculative. Voilà, c'est ça. Voilà, donc la musique aurait à jouer un rôle, un rôle de preuve même, au même titre que les mathématiques pour la logique traditionnelle. Donc à travers la musique, il s'agirait de montrer effectivement comment une autre logique est possible. Et ça permet justement à Adorno d'élaborer justement sa propre dialectique à partir justement enfin, de cette réflexion formelle, et en même temps de cette pratique de la musique de Beethoven et aussi de Hegel. Par exemple, dans le texte que Pierre Boulez avait écrit à, à la mort d'Adorno, donc il a souligné qu'il a donné une description très intéressante de la dialectique, du processus dialectique
qui est à l'œuvre dans la pensée d'Adorno, justement, et qui passe évidemment pas seulement par la musique de Beethoven, ça c'est certain, mais justement par tout son rapport avec la musique moderne, je pense. Voilà. Alors, dans le livre sur Beethoven, les catégories logiques, effectivement, s'appliquent à la musique de Beethoven, et elles fournissent un modèle pour penser la musique, mais aussi donc pour penser la dialectique et voire pour dépasser le cadre de la logique de Hegel. C'est-à-dire qu'il y a une double fonction. C'est utiliser effectivement les catégories de Hegel pour penser Beethoven, mais c'est aussi utiliser Beethoven, la façon dont il compose dialectiquement pour essayer de dépasser justement le cadre de la logique de Hegel, ou justement ce qui, selon Adorno, ne fonctionne pas dans la logique de Hegel. Voilà, c'est ça. Et donc, de ce fait, il se pourrait que Beethoven soit plus dialectique même que Hegel. Il dit ça dans le livre, que finalement, Beethoven est plus vrai que Hegel. Et pour nous, ça nous permettrait éventuellement justement de penser la possibilité ça serait une contribution à l'élaboration d'un modèle dialectique pour nous aujourd'hui. Et de ce fait, on pourra se demander dans quelle mesure l'analyse d'Adorno est pertinente au regard de notre expérience et de notre savoir sur la musique en général, sur la musique de Beethoven en particulier aussi. Donc, si vous voulez, je vous propose aussi de parler d'abord de la façon dont Adorno thématise le problème du rapport de Hegel à Beethoven dans ses fragments, et puis ensuite peut-être de donner quelques éléments pour critiquer aussi la position d'Adorno, mettre en évidence justement certaines peut-être difficultés, enfin certains éléments qui enfin, apparaissent dans sa théorie quand même. Voilà, c'est ça. Alors, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, oui, donc on disait que Beethoven, Hegel, c'était la chose même, selon Adorno, et évidemment, ça se heurte au fait, enfin, à l'absence de fait, plus exactement, de l'absence de, de pensée mutuelle entre Hegel et Beethoven, au sens où il n'y a pas de réflexion de Beethoven sur la philosophie de Hegel, il n'y a pas de réflexion de Hegel sur la philosophie sur la musique de Beethoven. Il n'y a peut-être sans doute pas historiquement de pénétration, c'est-à-dire il n'y a pas eu d'influence. Or, Adorno, justement, il pense que justement le fait même qu'on ne peut pas établir d'influence, mais voilà, de l'un sur l'autre, justement, loin de constituer une objection, ça nous place au contraire au cœur du débat, et ça nous évite justement de situer le débat sur le plan historique. Alors, on pourrait dire que ça nous permet justement, ça nous oblige à poser le débat sur un plan peut-être plutôt épistémologique. Voilà, donc même si Hegel n'a pas connu la musique de Beethoven, ou réciproquement, ça ne nous empêche pas d'établir cette correspondance et de réfléchir sur la structure de la logique dialectique, la structure de la musique, voilà, qui est à l'œuvre dans les deux cas. Alors, si pour Adorno, on va au-delà de l'analogie, c'est parce que la musique donc, de Beethoven, spécifiquement celle-ci, ne se contente pas d'emprunter des traits d'identité contingents avec la philosophie de Hegel, mais selon lui, donc selon Adorno, elle est le concept logique lui-même présenté sous une forme musicale. Qui dit que la logique, ça serait une présentation du concept. Alors ça, c'est une affirmation enfin, je ne suis pas sûr que mon collègue Gilles Marmas, par exemple, serait d'accord avec ça. C'est-à-dire les philosophes, enfin, en général, posent
pas l'idée que le concept puisse être présenté sous une forme musicale, c'est quelque chose qui est quand même paradoxal. Pourquoi Adorno dit ça? Parce qu'on retrouve dans la musique, selon lui, les mêmes catégories. Tu as une citation dans l'endroit où il dit ça alors, j'ai pas la page, non, je l'avais, ouais, c'est dans le premier chapitre, parce que le premier chapitre du livre, non, le chapitre 2, parce que le premier chapitre, ça s'appelle Prélude, mais le chapitre 2 s'appelle Musique et concept. Et c'est dans ce chapitre 2 qu'on trouve la plupart des réflexions, parce que l'éditeur, à titre posthume, voilà, donc, a rassemblé des fragments de diverses périodes. Donc, ce qui concerne effectivement ce rapport musique-concept, comme le titre du chapitre l'indique, c'est le chapitre 2. Et puis, j'ai pas. Voilà, donc, mais je pourrais te le. Voilà, je peux. Alors, le problème, c'est qu'il faut établir un rapport entre des catégories logiques. Enfin, le problème, voilà, c'est qu'il faut établir un rapport entre des catégories logiques de la philosophie de Hegel avec la musique. Or, selon Hegel, les catégories logiques supposent un contenu, c'est-à-dire c'est l'un des traits aussi de la logique spéculative, c'est qu'elles ne sont pas purement formelles. La logique de Hegel n'est pas une logique purement formelle. Et donc, elle suppose un rapport au monde réel. C'est d'ailleurs une objection de fond de Hegel qu'il a fait à Félix Mendelssohn Bartholdy sur le rapport, la possibilité d'établir un rapport entre la musique et la logique. La limite, donc, c'est que les catégories musicales ne sont pas du tout de l'ordre de la prédication. Or, c'est justement, là, c'est un peu comme le rapport historique, c'est justement ça qui intéresse Adorno. Parce qu'il déconnecte aussi la logique même philosophique justement de son rapport au réel. Enfin, et d'un autre côté, il tend aussi à penser la logique musicale à l'œuvre, enfin la logique à l'œuvre dans la musique aussi en rapport avec des contenus, en particulier des contenus historiques et sociologiques. Donc de ce fait, ça lui permet d'établir un rapprochement et donc cette continuité effectivement entre une logique musicale qui se trouve, voilà, on va dire, substantifiée justement avec une analyse sociologique et d'autre part une conception de la logique de Hegel qui serait aussi un peu décollée du champ de son application philosophique. Donc pour lui, voilà, donc il y a une synthèse en musique, donc synthèse au sens logique, mais elle n'est pas une synthèse qui est celle du jugement prédicatif, et donc elle se situe dans un autre rapport à la vérité apophantique, dit-il. Il s'instaure de ce fait un rapport entre la logique du jugement prédicatif et la logique musicale, qui est de l'ordre de ce que lui appelle la mimésis. Et la fonction de cette mimésis, qui est en retrait par rapport au langage, est même une fonction critique, voilà, vis-à-vis de la logique du jugement. C'est là c'est cette dimension critique qui est présente, c'est-à-dire qu'il lit alors évidemment, enfin, la musique de Beethoven comme une forme de critique de la logique traditionnelle, en fait, pour aller, peut-être pour le dire de façon encore plus radicale, enfin, peut-être fausse, mais enfin, il va dans cette direction. Et c'est cette dimension de critique qui est présente dans la musique de Beethoven, même qu'il oppose à la logique philosophique. Donc la dimension critique, là, une autre citation, mais je n'ai pas la page, de la même façon, c'est la volonté de révoquer, c'est ce que dit Adorno, révoquer la logique porteuse de jugement et d'échapper à cette logique. Voilà, c'est ça. Donc finalement, c'est comme si la composition, enfin la musique chez Beethoven aurait une fonction de répondre à une problématique posée par la situation historique de la logique. Voilà, mais ce qui n'est pas totalement aberrant du point de vue de la problématique du romantisme, puisque effectivement, on peut considérer d'une façon générale le romantisme littéraire. Alors, on n'est pas habitué à penser le romantisme musical. Alors, peut-être que vous l'avez abordé dans votre séminaire, mais c'est vrai que du point de vue littéraire, c'est habituel, mais du point de vue musical, c'est moins habituel de considérer la musique effectivement comme une réponse aux problèmes que se pose la philosophie post-kantienne, on va dire, après Kant.
Voilà, c'est ça. Alors que pour la littérature, bah, ne serait-ce qu'avec Hölderlin, qui a suivi les cours de Fichte, etc., c'est quelque chose qui est tout à fait courant. Donc, Beethoven, selon Adorno, serait parvenu, là encore une citation, au concept d'un mode de composition dialectique véritable. Bon, là, ce que va essayer de montrer Adorno, ou de démontrer, c'est comment on peut dire que Beethoven procède de façon dialectique, ou même exemplifie la dialectique, peut-être plus que tout autre compositeur, voilà, ou singulièrement Beethoven. Et quel est le lien que ce processus, enfin, ce mode de composition peut entretenir avec la philosophie de Hegel, et quel rôle les catégories logiques de Hegel peuvent jouer pour mettre des mots finalement sur ce processus dialectique qui s'est à l'œuvre dans Beethoven. Parce qu'en fait, il y a deux usages aussi de la logique de Hegel. On peut considérer que la logique de Hegel, ben, c'est on pourrait dire un dictionnaire, en fait, enfin c'est une table de catégories qui peuvent être utilisées pour penser la musique, mais on peut aussi considérer ça peut-être dans le sens de ce que vous disiez tout à l'heure, aussi dans sa reprise avec Marx, etc., comme une dynamique de pensée. Or, Hegel ne pense pas nécessairement la dynamique de la pensée logique qu'il met en œuvre quand il fait de la logique. Voilà, c'est ça. Même s'il peut le faire, mais voilà. Donc, en revanche, c'est un des objets aussi d'Adorno, c'est de penser dans la philosophie de Hegel, c'est de penser non seulement effectivement bon, ben, le contenu de la logique de Hegel, mais surtout la forme de sa pensée. Voilà, c'est ça. Euh, et de la même façon, chez Beethoven. C'est ce qui fait d'ailleurs la force des analyses d'Adorno, que ce soit ses analyses musicales ou ses analyses philosophiques, c'est justement sa potentialité à rendre compte philosophiquement des processus formels qui sont à l'œuvre indépendamment des contenus, en fait, qu'il s'agisse de la philosophie ou qu'il s'agisse de la musique. Alors, dans le cas de Beethoven, pourquoi parle de dialectique? Parce que il y a des thèmes effectivement qui s'opposent, bon, ben, comme la forme sonate classique, voilà, c'est ça. Mais selon lui, ils ne demeurent pas juxtaposés dans leurs différences, c'est-à-dire c'est pas voilà, deux termes qui sont simplement opposés. Comme des moments délimités, mais que ces termes déjà en eux-mêmes portent la figure de leur opposé, c'est-à-dire voilà, les thèmes eux-mêmes, chaque thème contient déjà aussi son contraire. Voilà. Et donc l'opposition, elle a l'opposition déjà du même et de son autre, là, pour reprendre les mots que vous employez tout à l'heure. Et donc c'est ce que Adorno appelle le processus de médiatisation des termes et qui serait plus propre à la logique compositionnelle de Beethoven. Donc, la forme ne consiste donc pas dans l'opposition en tant que telle des thèmes, évidemment pas non plus dans l'élément mélodique, mais dans cette forme de réflexion réciproque, parce qu'il correspond aussi au moment de la logique de l'essence, dans la logique de Hegel, ou même à la logique du concept, et puis aussi dans une dimension de négativité, c'est-à-dire dans le processus de leur désagrégation. Ça, c'est un élément aussi qui rejoint d'ailleurs la dialectique négative. Voilà, c'est ça. C'est le processus de leur désagrégation. C'est ça ce qui est à l'œuvre aussi dans le processus dynamique, au profit d'une totalité, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, d'une totalité qui se constitue elle-même comme médiation et qui inclut ce moment de la négation. D'où, par exemple, justement, cette forme paradoxale, justement, quand même d'une grande forme, comme Dialectik der Aufklärung ou négative dialectique, constituée de la négation de la grande forme, à savoir la juxtaposition de fragments. Voilà. Et donc, c'est au travers de la médiation qu'apparaît l'élément véritablement dialectique et hegelien de la musique de Beethoven sur l'Adorno, donc dans ce travail du négatif.
Alors, l'expression travail du négatif, donc c'est là, en revanche, une expression qui provient de la phénoménologie de l'esprit de Hegel qu'Adorno utilise pour décrire le processus musical, sachant que la phénoménologie de l'esprit de Hegel, justement, ne traite pas d'ailleurs ni de la logique comme telle, ni de la musique. Voilà cette question du travail du négatif. Adorno utilise donc effectivement la science de la logique et la phénoménologie de l'esprit comme en fait, comme des matériaux pour élaborer sa philosophie de la musique, puisque le sous-titre de l'ouvrage, c'est ça, c'est Beethoven, philosophie de la musique. Et quand il dit Beethoven, philosophie de la musique, on ne sait pas si c'est un livre de Beethoven qui est sous-titré Philosophie de la musique ou si c'est la philosophie de la musique, enfin finalement de livrer une philosophie de la musique à propos de l'œuvre de Beethoven aussi. Enfin, même si Adorno a pu écrire par ailleurs un ouvrage qui s'appelle Philosophie de la nouvelle musique. Mais, voilà. Oui, c'est un parallèle aussi volontaire avec le titre de son autre ouvrage. C'est ça. Ouais. Mais parce que c'est plus général finalement, parce que l'autre ouvrage s'appelle Philosophie de la nouvelle musique. Donc c'est un livre engagé, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment la situation de Balzac, quoi. Choisir entre Schoenberg d'un côté, Stravinsky de l'autre, voilà, pour la nouvelle musique, voilà. Alors on pourrait penser que le livre sur Beethoven apparaît effectivement comme une des nombreuses monographies d'Adorno à propos des compositeurs, voilà. Ou voir aussi l'idée d'établir une philosophie de la musique, justement aussi un ouvrage de philosophie de la musique. En général, voilà, c'est ça. Qui serait donc une sorte de, voilà, une philosophie dialectique de la musique ou une philosophie de la musique dialectique. Voilà, cette présence de la négativité et puis de la processualité étant ce concept aussi qui intègre l'idée de dynamique, mais aussi l'idée de négativité, c'est bien la nouveauté qui serait commune à l'œuvre de Hegel et à l'œuvre de Beethoven. Alors, parallèle aussi celui-ci, tandis que le premier dont Hegel dissout les catégories stables de la métaphysique dans le mouvement d'un devenir génétique, vous voyez, parce qu'avant on avait des catégories avec une validité justement atemporelle. Alors Hegel, enfin, des traits de la philosophie d'Hegel et de la méthode dialectique qui est employée jusqu'à aujourd'hui, y compris chez Marx, ça consiste justement à historiciser ou à montrer que justement toutes les catégories sont aussi prises dans une forme de devenir génétique. Donc Hegel opère ce mouvement, cette critique de la métaphysique justement, de la logique. Et de la même façon, Beethoven dissout la notion plastique du thème dans le mouvement processuel justement d'une dialectique musicale. Donc, ça serait ça un peu le rapprochement. Oui, et c'est en ça aussi qui contient à la fois les romantismes et sa critique, parce que le romantisme, c'est la remise à l'avant du thème en tant que thème, voilà, qui est sans processus. C'est-à-dire, vous écoutez, il donne l'exemple de la symphonie de Schubert, vous avez le thème est énoncé, il commence, il s'arrête, et voilà, il est d'une certaine manière indépendant du reste. Alors que chez Beethoven, part d'un processus, il est fragmenté, il est coupé, il est nié, il est repris. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ouais. Et c'est intéressant l'expression que vous employez de fin du processus, parce que c'est là que ça rejoint la problématique aussi politique. Enfin, que la musique de Beethoven, c'est quand même une musique qui a toujours été aussi une musique, enfin, on va revoir, le contenu de la musique de Beethoven est lié au processus historique dynamique de la Révolution. Voilà, donc voilà, il y a aussi ce champ Mais est-ce qu'on peut dire politique, aussi idéologique. que Hegel était aussi, sa philosophie est imprégnée de manière un peu plus ou moins consciente de la Révolution aussi? Ah oui, tout à fait. On a pu le dire aussi que la philosophie de Hegel, c'était voilà, une philosophie de la Révolution française, ou la Révolution française dans la philosophie, sens aussi de Kant et de Fichte. Donc, oui,
moi-même, j'ai écrit un texte aussi là-dessus. Enfin, oui, il y a une dimension. Alors, de la Révolution française et du processus révolutionnaire, avec toute la complexité que ça a dans la philosophie de l'histoire de Hegel, c'est-à-dire quand commence et quand a fini le processus révolutionnaire d'un point de vue historique, c'est-à-dire à quelle séquence historique. C'est-à-dire, est-ce que la Révolution, bah, c'était la thématique de l'époque, est-ce que la Révolution, ça se finit avec Thermidor? Est-ce que ça se finit avec Napoléon? Est-ce que ça se finit avec en 1815, justement? Est-ce qu'en 1830, en 1821, en 1830, on est encore dans une phase révolutionnaire? Or, pour Hegel, on est encore dans une phase révolutionnaire, mais sous une autre forme, enfin, justement avec ces problématiques dialectiques. Donc, c'est tous ces enjeux aussi, effectivement, politiques, historiques, ils sont sous-jacents. Et Adorno les prend toujours en compte parce que pour lui, justement, alors, on parlait de la structure on pourrait dire, de la forme musicale, d'une œuvre musicale, mais il y a aussi d'autres éléments dans sa philosophie de la musique, c'est qu'à travers la question de la dialectique ou du processus dialectique, c'est toute une théorie du sujet qui est élaborée aussi donc, sur un plan transcendantal, comme on dit en philosophie. Enfin, euh, et toute une conception aussi de l'histoire enfin, un enjeu aussi sur la philosophie de l'histoire qui est appréhendé à partir de la musique et à partir de la philosophie. Alors sur le plan transcendantal, on pourrait dire de la constitution du sujet. Pourquoi? Parce que Adorno voit chez Beethoven justement la production ou l'imagination aussi d'un sujet esthétique donc qui est immanent à la forme musicale, parce que la forme musicale aussi constitue une forme de subjectivité. Enfin, donc, c'est une certaine conception du moi, voire même une conception du moi dans son rapport au tout ou aux autres, enfin, ou au collectif, euh, au sens où euh, voilà, sens où l'histoire du thème, comme dont parle Schoenberg, voilà, ce serait le contenu de la musique, ce serait aussi une forme d'histoire de l'esprit en général. Voilà. Parce que le mot esprit chez Hegel, c'est justement ce concept qui permet de penser à la fois la subjectivité, le sujet, et la substance historique, enfin collective, ou la communauté. Donc tu vois, il y a aussi une philosophie de l'esprit en ce sens chez Hegel et chez Adorno aussi, qui se lie dans la musique. Ça a toujours, quelle que soit la musique d'ailleurs qui se trouve analysée. Euh, et donc, dans cette forme de subjectivité, évidemment, mais ça c'est un enjeu aussi, je pourrais dire presque idéologique, la forme de subjectivité dont il est question dans la phénoménologie de l'esprit, par exemple, ça n'est pas celle d'un moi justement qui est extérieur à son objet, euh, ni seulement celle d'un individu qui contemple les moments de sa conscience, mais ça désigne aussi bien un processus de l'être en général, donc de la nature, du monde et de l'histoire. Et donc, en ce sens, tout ce qui est exposé, enfin, ces moments de la subjectivité, donc, sont évidemment pas rapportés chez Adorno aux états d'âme de l'individu Beethoven en proie avec ses passions subjectives, ses déceptions sentimentales, etc., etc. Donc, la subjectivité donc, qui se trouve analysée, ça peut intervenir, mais au sens où ça serait à ce moment-là, elle se lirait aussi plus exactement à la constitution d'une subjectivité plus générale et même ça exprime aussi une forme de mouvement de l'esprit et de processus en général, donc le mouvement même du monde en fait. Et de ce fait, c'est là qu'on retrouve enfin, sinon le contenu, du moins l'objectivité aussi de la musique, c'est-à-dire pour Adorno, qui rejoint aussi en un sens la conception logique de Hegel, où certes on est une logique formelle, mais cette logique formelle est aussi, porte en elle aussi le contenu. Voilà. Donc, par exemple, la volonté qui s'exprime dans la musique de
de Beethoven que les analyses souvent voilà, mettent en évidence à juste titre. Donc, ça ne doit pas s'interpréter, selon lui, comme l'expression d'une volonté particulière, si vous voulez, mais plutôt comme une métaphore du tout, le mouvement même, le mouvement de la substance. Et donc, par là, Adorno entend pas seulement la substance historique comme telle et son devenir, mais aussi la réflexion qu'en fait Hegel dans sa philosophie. C'est pourquoi il utilise le concept hegelien d'esprit du monde, par exemple, de Weltgeist. Et donc, c'est dans la musique de Beethoven, justement, peut-être même dans les sautes d'humeur qui sont de la musique de Beethoven, qu'on pourrait finalement lire quelque chose comme aussi une philosophie de l'histoire. Et donc cet esprit, voilà, cette notion d'esprit, voilà, d'esprit du monde, ou, voilà, trouverait son expression voilà, dans la philosophie comme dans la musique, à travers cette dynamique voilà, inhérente au mouvement même de l'esprit dans l'histoire. Avec donc un télos aussi qui prend aussi la forme d'une volonté. Voilà, donc on a un schéma qu'on retrouverait à l'œuvre voilà, dans la musique comme dans la philosophie. Or, ce schéma correspondrait aussi à une sorte d'état de l'histoire, justement. Est-ce que ce mouvement, cette dynamique, c'est exactement ce que vous dites à propos de la musique romantique? Voilà, est-ce qu'on est dans une situation où ce mouvement est terminé, ou justement où on se trouve encore dans une dynamique, et qu'en est-il du but, là, du télos, justement? Voilà. Et c'est en ce sens, voilà, c'est en ce sens aussi que le processus est objectif, et que le rapport entre Hegel et Beethoven, selon Adorno, est plus qu'une analogie, et qu'il est l'expression de la chose même. Voilà. En même temps, dire que la musique de Beethoven exprime l'esprit du monde, dit Adorno, ça serait aussi une ineptie. Donc, il refuse la théorie du reflet, au sens effectivement de Lukács, de la sociologie, puisque c'est aussi une objection qu'on avance souvent à l'encontre d'Adorno. Adorno préfère dire, je cite, que la musique traduit les mêmes expériences qui inspirent à Hegel le concept de l'esprit du monde du Weltgeist. C'est-à-dire, il s'agirait d'un troisième terme, voilà, aussi à définir, qui permettrait d'établir le rapport. Mais on ne sait pas effectivement s'il fait référence à un concept en général ou à une situation historique précise, mais c'est vrai qu'il se réfère à plusieurs, très souvent à la Révolution française et à ses suites, Adorno, dans ce livre sur Beethoven. Par exemple, lorsqu'il met en contradiction la figure du haut citoyen chez Beethoven avec un moment de style empire dans sa musique. Voilà. Il écrit le bruit de la révolution bourgeoise gronde chez Beethoven. Mais Adorno fait rarement référence, en revanche, aux musiques concrètes de l'époque révolutionnaire. Hegel et Beethoven correspondent, selon lui, à un stade, c'est là la dimension justement historique, sociologique, à un stade où la bourgeoisie s'oppose à l'aristocratie et voit son émancipation politique de l'ordre féodal. C'est pourquoi Adorno considère Beethoven comme le prototype du bourgeois et la tonalité comme le système de la musique bourgeoise. En même temps, la question du prolétariat, de son existence, n'apparaît pas dans l'ouvrage. En outre, la Révolution, même chez Adorno, est aussi pensée, j'en profite pour le préciser, toujours aussi en termes de répression. La Révolution n'a pas créé de nouvelles formes, dit-il, mais a contribué à la pensée d'une forme constituée. Et la musique de Beethoven est aussi ramenée à cette situation de répression, c'est-à-dire d'impossibilité de la liberté effective, où tout est renvoyé à un espoir religieux sans sol terrestre, dit Adorno. Voilà, donc on lit aussi toute une philosophie de l'histoire, et que comme on est quand même dans les années, c'est toute la période située entre les années 20 et puis les années 60, donc à travers ces problématiques, donc il s'agit aussi de toute une philosophie de l'histoire contemporaine, voilà, que Adorno appréhende à travers cet ouvrage. Mais est-ce qu'il voit Beethoven comme enfermé dans la tonalité par opposition à
Schoenberg et la musique moderne qui s'en est affranchie, où cette notion de répression n'a pas nécessairement à voir avec la tonalité. Parce que quelque part, Beethoven, il le mentionne quand même, Beethoven ne remet pas en question le système qui est en tout cas le système tonal. Oui. Avec justement le même problème qui se retrouve chez Beethoven et chez Hegel, c'est qui est celui de la réconciliation, qui apparaît comme le moment mensonger ou le moment idéologique justement pour Adorno. Donc qui se retrouve aussi problématique chez l'un que chez l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas une musique de Beethoven, même si Beethoven est plus vrai que Hegel, Adorno procède, dans sa philosophie de la musique de Beethoven, contient aussi une critique de la musique de Beethoven en ce sens aussi, c'est-à-dire. Alors après, c'est une autre question de savoir quelle est la fonction de la philosophie de la musique de Beethoven dans le contexte d'une réflexion sur la composition musicale après Schoenberg. Enfin, voilà. C'est pas ça qui. Voilà, c'est pas vraiment c'est pas vraiment, en tout cas pas directement. Après, ça serait un autre, c'est peut-être à vous, on pourrait le lire comme ça, mais ça n'est pas son objet, ça n'est pas son objet directement. Son objet est plutôt effectivement de considérer, d'établir une critique de cette conception, voilà, comme il dit, bourgeoise de la musique avec ses potentialités d'émancipation, mais sachant que pour Adorno, il n'y a pas vraiment non plus d'autres théories de l'émancipation que l'émancipation de la bourgeoisie. Donc, c'est aussi ça la limite. Mais le moment idéologique, ce qui pose problème dans les deux cas, donc alors dans la musique, c'est le groupe final, voilà, le moment de la réexposition, qui correspond au dernier moment hegelien, justement le moment de la réconciliation, Versöhnung, vous voyez le livre de Gilles Marmas, Hegel, une philosophie de la réconciliation. Donc ça signifierait que le moment essentiel de la philosophie de Hegel, c'est justement ce moment-là, et non pas le moment de la scission ou le moment du négatif. Voilà, le travail Hegel, le travail du négatif. Donc, et dans Beethoven, on pourrait voir les choses de la même façon, c'est ça. Donc, donc, ce troisième moment, il est aussi suspect dans sa formulation musicale que dans sa formulation philosophique. Et effectivement, pour Adorno, Beethoven s'en tient au principe de l'identité que représente le principe de la base fondamentale qu'il ne remet pas en cause. Donc, c'est une forme de credo. D'ailleurs, c'est très intéressant la façon dont Adorno s'attache particulièrement à la Missa Solemnis. C'est un des rares textes sur Beethoven qu'il a publié, justement, avec ce problème du credo, justement. Voilà, donc s'il y a une vérité de la philosophie de Hegel, la philosophie ou de la musique de Beethoven, donc elle est plutôt dans ce moment de la négation, donc elle devrait aboutir à l'émancipation de la dissonance que l'on trouve chez Schoenberg, c'est-à-dire que Schoenberg aurait développé en ce sens la potentialité de la musique de Beethoven, c'est-à-dire il aurait développé ce point de vue de la négation de la déterminée. La négation déterminée. Et il dit l'espérance de la liberté, qui pouvait encore être celle de Hegel et de Beethoven, se referme dans le monde moderne. Donc, ils appartiendraient tous les deux à une forme d'espoir, en fait, illusoire. Vous voyez, il ne reste plus, selon Adorno, dans la situation contemporaine, ou moderne, que cette option de la négation déterminée. Et c'est pourquoi la dialectique négative, c'est-à-dire la position philosophique d'Adorno, se conçoit dans sa différence avec la philosophie de Hegel, la dialectique de Hegel, mais aussi dans sa différence à l'égard de la musique de Beethoven. Et cet ouvrage, toutes ces analyses sur Beethoven ont aussi pour fonction de penser cette différence ou de
justement, ou même de la produire finalement à travers l'analyse musicale elle-même. Et on peut supposer, par exemple, enfin, cela peut être la raison pour laquelle Adorno, par exemple, ne considère pas la musique de Beethoven dans les modèles qui exemplifient la dialectique dans son ouvrage Dialectique négative. Et c'est peut-être aussi la raison pour laquelle cet ouvrage sur Beethoven demeure inachevé. Mais peut-être qu'on en a dit déjà assez pour le moment. Ouais. Oui. Alors, si je comprends bien, les deux caractéristiques qui font dire à Adorno que la musique de Beethoven est dialectique, c'est la dimension de négativité et la dimension de processualité. Et il y a un troisième élément qui est peut-être la notion de la permanence de la tonalité, qui est une sorte de manifestation de la dimension de réconciliation. Mais il me semble qu'il parle aussi vraiment de cette idée du rapport du tout et de la partie. Il me semble que c'est vraiment, c'est-à-dire que la musique de Beethoven est l'expression d'un tout. Et chaque partie exprime le tout. Et il y avait cette idée de chaque fragment de thème est vide, c'est-à-dire il y a toute cette discussion sur la médiatisation que je n'ai pas tout à fait compris, c'est-à-dire qu'est-ce qui... Parce que vous pourriez parler un peu de cette idée de comment les thèmes sont médiatisés ou non médiatisés et en quoi ça fait en sorte que la musique de Beethoven parle du tout. Enfin, Ouais. je n'arrive pas à poser une question vraiment précise. Ouais, oui, mais parce que bah, oui, cette question, cette problématique même si Adorno dit que le tout, c'est le faux, mais le point de vue du tout reste quand même le point de vue, malgré tout, à travers lequel il appréhende la musique, parce que la musique, elle est constituée justement d'éléments extrêmement singuliers, même du point de vue temporel, effectivement, enfin, il y a l'instant, et puis il y a le temps élargi. Enfin, donc, on est nécessairement dans cette double temporalité de ce qu'on retrouve aussi chez Hegel, où il y a l'instant, effectivement, qui est une forme qui se supprime lui-même en permanence, et donc au profit d'une totalité, voilà, qui va être constituée, voilà, progressivement. Donc c'est aussi cette construction de la totalité qui est cette pensée du rapport entre le singulier, les éléments singuliers et la totalité qui est propre à l'œuvre musicale. Et ces systèmes de rapport qui existent, qui distinguent justement une œuvre très travaillée comme celle de Beethoven, par exemple, par opposition à ce qui serait les tubes de l'industrie culturelle, justement. Parce que ce qui critique, parce que aussi, il faut comprendre toute la théorie de la musique, de la nouvelle musique, et puis aussi peut-être sa philosophie de Beethoven par rapport à sa critique de l'industrie culturelle, et puis justement des formes standardisées. Justement, parce qu'il appréhende, c'est déjà dans ses premiers écrits sur la régression de l'écoute, voilà, sur justement la façon dont on se rapporte subjectivement à la musique, justement, et où on a la capacité. Et ça, alors, du point de vue de la. Parce qu'in fine, ça a un lien avec la constitution de la subjectivité, finalement, et du moi. D'ailleurs, on le voit dans la philosophie de la nouvelle musique, ce qui reproche en définitive à Stravinsky, c'est une certaine conception de la subjectivité, de la construction du moi, ou dans Schoenberg. Donc, c'est ça ce qui se construit, voilà, dans l'œuvre musicale. Et de ce fait, l'instant, le moment est pensé à la fois en rapport au tout,
et dans sa différence à l'égard du tout. C'est-à-dire, la question, c'est aussi quelle est la fonction de l'instant par rapport au tout, et dans sa fonction économique. C'est-à-dire, est-ce que justement, c'est aussi des questions de la dialectique, est-ce qu'il s'agit d'un ensemble justement de moments nécessaires qui s'agencent, voilà, la constitution d'un tout qui serait prédéterminé, ou est-ce que justement il s'agit d'instants qui aussi nient le tout et qui élaborent une forme de totalité justement négativement par des systèmes aussi de négation de la totalité. Enfin, voilà, donc la totalité, elle se construit, elle peut aussi ne pas se construire, ne pas exister. Enfin, voilà, donc c'est toute cette tension-là entre le singulier et, on pourrait dire, alors, pas l'universel, mais voilà, entre voilà, la totalité, voilà, et la singularité. Ce qu'on retrouve dans sa théorie sociologique également, c'est ça. C'est-à-dire que on peut pas penser, même une fois là, on peut pas penser l'individu, il est toujours en rapport avec la totalité, même si la totalité, c'est pas le point de vue du vrai. Voilà, c'est ça. Et donc, dans l'œuvre musicale, de la même façon, la vérité de l'œuvre musicale n'est pas la totalité, n'est pas le tout de l'œuvre musicale, mais justement, ça peut être le. Mais là, on a cette dialectique-là. Je sais pas si ça répond un peu au. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la négativité dans l'œuvre de Beethoven, c'est la dialectique du tout et de la partie ou... Oui, parce que les parties, justement, ont ce rôle négatif par rapport au tout. Voilà. Et en même temps constituant. D'où une dimension contradictoire, enfin, dialectique, justement. Et c'est ce qui... Plus que chez d'autres compositeurs. Parce que... plus chez d'autres compositeurs, parce que je crois que, oui, c'est vrai que dans Beethoven, on a particulièrement l'idée d'un démontage, c'est-à-dire au lieu de, parce que de jeux d'autres compositeurs, on peut penser voilà, qu'il y a un schéma formel, prédéterminé d'ailleurs, où les parties sont ordonnées sans qu'il y ait justement de contradiction, de friction, d'autonégation, voilà. Alors que chez Beethoven, on pourrait dire on n'est jamais assuré on ne sait pas vraiment quelquefois où on est, enfin dans le processus lui-même, voilà, parce on pourrait s'arrêter, enfin voilà, c'est ces trous-là. D'où aussi une question, sur laquelle on avait beaucoup aussi réfléchi, c'était la notion justement de l'improvisation qui apparaît, parce que c'est une conception aussi voilà, de la liberté ou du rapport entre la liberté et la nécessité. C'est encore aussi des conceptions dialectiques qui sont toujours à l'œuvre dans la philosophie puis dans la musique. Donc la musique de Beethoven aussi, on peut la penser comme c'est aussi une dimension de libre improvisation. Ça existe, c'était ce qui est lié à sa pratique aussi de pianiste. Donc on peut penser aussi que son œuvre est essentiellement aussi une œuvre liée à cette pratique de l'improvisation musicale, donc en ce sens d'une indétermination par rapport à ce qui serait une conception, voilà, un processus compositionnel où tout est effectivement, qui ne laisse pas de place au hasard ou à l'aléatoire. Voilà. Et donc, à travers ces questions-là, c'est aussi des conceptions voilà, de la société, de la fonction de l'individu dans la société qui sont en jeu. Et c'est ça ce qu'a toujours Adorno à l'esprit. C'est-à-dire quelle est la part qui reste à l'individu, que c'est sa part de liberté dans une société administrée. Et en un sens, on peut placer, enfin, l'échelle de l'œuvre musicale de la composition, c'est l'échelle de l'organisation de la société finalement. Donc c'est un projet politique en ce sens-là. Voilà, donc à travers même voilà, des conceptions de la liberté dans la musique, on peut penser aussi des formes de liberté effective dans la vie en société. Et je pense que c'est ça aussi un des enjeux dans la musique de Beethoven et puis dans le nom Beethoven aussi. Le Beethoven, c'est aussi une promesse de liberté, enfin, c'est une expérience de la liberté avec ses résonances justement sociales et politiques qui sont à l'œuvre avec la musique, où la musique joue d'ailleurs à cette fonction aussi de production, enfin, ça, par ailleurs, de production sociale, justement. Alors, justement, pas seulement sur le mode religieux de l'espoir, effectivement, mais comme la satisfaction aussi d'une liberté qui est acquise par le compositeur, enfin qui est en acte justement dans le fait même de son aussi de ce processus de création, de libre improvisation,
production musicale. Donc c'est une liberté qui est acquise aussi esthétiquement, enfin, par l'acte même de la composition. J'avais merci d'abord pour tous cette alimentation du séminaire. Enfin, l'intervention alimente beaucoup le séminaire, en particulier du point de vue de la composante de la musique. Il y a quelques questions dans cette année. Si tu veux, moi, le gros problème que j'ai, pas tant avec mon exposé, mais avec le livre d'Adorno, c'est que la conception d'Adorno de la dialectique est très particulière. Je ne pense pas qu'elle est hegelienne. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a tenu à écrire un livre, La dialectique négative. Bon. Et donc là, on se trouve confronté à une question qui est Beethoven vue par Adorno. Voilà. Et bien sûr, donc il est vu selon un angle qui est une conception très particulière de la dialectique, donc qui pose quand même trois questions qui ne sont pas évidentes, c'est-à-dire en quoi la dialectique d'Adorno est différente de celle de Hegel, et finalement, s'il y a de la dialectique chez Beethoven, que je crois, est-ce que Adorno dit vrai ou il s'agit d'autre chose? Alors, voilà, on est quand même bien obligé de se poser les questions un peu de cette manière-là. C'est-à-dire qu'Adorno ne dit pas forcément le vrai sur Beethoven pour répondre à ta question. Quelle est la dialectique chez Beethoven? Est-ce que c'est chez Adorno? On va le chercher, c'est pas sûr. En tous les cas, on peut le faire que si on a pris mesure de la particularité de la conception dialectique d'Adorno, c'est-à-dire ce que c'est que la dialectique négative. Alors, il me semble en première, par provision, un peu de manière sauvage, si tu veux, qu'il y a quand même trois caractéristiques importantes de la dialectique d'Adorno qui, pour moi, ont toujours posé problème, et qui posent problème particulièrement pour s'en servir comme analyseur de la dialectique musicale de Beethoven, qui sont, premièrement, une conception de la négation qui est quand même massivement de l'ordre de la critique. C'est-à-dire, lui, il a un peu tendance, je trouve, alors je le dis un peu comme ça au lance-pierre de manière un peu générale, hein, un peu alimenter notre... la négation, c'est la critique. Voilà, en gros, chez lui. Or, rien n'impose que la figure dominante de la négation soit celle de la critique. On l'a vu tout à l'heure dans le schéma, 1 se divise en 2, ce n'est pas la question que 1 critique autre chose, c'est pas que 0 critique. Il y a une différence qui est posée, mais ce n'est pas immédiatement. Donc, premièrement, une conception de la négation qui est sous la figure de la critique, et évidemment qui présuppose aussitôt que c'est la critique d'un existant, forcément. Donc, voilà, la négation de quelque chose d'existant comme une critique. Bon, ça, c'est déjà, premièrement, une figure, à mon avis, très réductrice de la négation dans la conception de la critique. Deuxième caractéristique, à mon avis, très importante, c'est que chez Adorno, il y a toujours évité la double négation. Que tu as rappelé dans le point, la position, la seule position, c'est les négations déterminées. Il faut éviter la double négation. Alors, problème aussi, parce que, voilà, à quel type? Et pourquoi, à mon avis, il le fait, c'est la troisième chose, parce que il y a de manière latente une affirmation qui est produite par la double négation. Dans les exemples qu'on a pris mathématiques, c'est particulièrement clair, puisque la double négation affirme la dérivée. Affirme la dérivée de la fonction. L'idée, c'est que la double négation d'une fonction affirme sa dérivée. C'est une affirmation. Je veux dire, c'est pas. Voilà, et la dérivée n'est pas plus négative que la fonction. On ne va pas dire f', mais voilà, c'est. Alors, je ne dis pas que toutes les négations ont un destin affirmatif. Il y a des doubles négations qui s'arrêtent là, mais enfin, il y a une promesse d'affirmation dans certaines doubles négations, et à mon avis, c'est pour ça qu'Adorno n'en veut pas. Donc, si je résume, de manière un peu au lance-pierre, enfin, la dialectique négative est négative chez Adorno, parce que premièrement, sa négation est donc une critique de l'existant. Deuxièmement,
ne veut pas donner vraiment droit à négation de la négation, à critique de la critique, on dirait. Et troisièmement, elle ne veut pas le faire parce qu'elle veut absolument éviter, parce que toute figure affirmative procéderait de cette négation de la négation, ça s'appelle précisément réconciliation. Réconciliation, comme tu l'as rappelé, il le dénigre, oui, comme moment mensonger. Voilà. Voilà. La réconciliation, le troisième temps comme mensonge. Alors, ok, bon, mais on peut être porteur d'une dialectique qui n'a rien à voir, enfin, qui n'a pas grand-chose à voir avec ça. Enfin, qui se retrouve, bon, à mon avis, la dialectique hegelienne ne correspond pas à ça, parce que ni la négation n'est une critique, ni, évidemment, il y a interdit la négation de la négation, et troisièmement, alors, on voit bien qu'avec ça, si tu essayes à ce moment-là de comprendre Beethoven avec ça, t'es mal barré. Pardonne-moi, mais t'es mal barré. Parce que le problème de Beethoven, alors là, je parle musicalement, c'est que si on le prend dans les catégories musicales un peu traditionnelles, et là, je me cale sur Charles Rosen, qui est quand même assez pertinent là-dessus, c'est que Beethoven se présente comme un classique, alors cette fois au sens musical, hein, et le classique, c'est dialectique, hein, chez qui est confronté au romantisme, ça c'est sûr, y compris par notamment Schubert, etc., et qui finalement, au lieu de se... qui maintient, qui fait un temps pour maintenir le classicisme, mais ça fait un troisième type classique, parce que c'est un classique de l'époque qui se confronte au romantisme. Enfin, voilà. Donc on a quand même trois positions dialectiques musicales à ce moment-là, qui sont classiques stricto sensu, c'est-à-dire romantisme naissant, et puis Beethoven qui maintient coûte que coûte le classicisme, un peu comme Bach a maintenu coûte que coûte le monothématisme au moment où le bithématisme, la forme sonate, apparaissait avec son film Carme Emmanuel autour de la fin proche de sa mort, c'est pour ça. Alors après les trois figures musicales que je viens de définir, les trois sont dialectiques. Mais alors là, on peut rentrer un peu plus en détail, mais ce n'est pas exactement la même chose. Mais voilà, c'était ça simplement ce que je veux dire, c'est qu'on a donc une dialectique négative très particulière qui fait une situation assez compliquée avec trois termes, et que cette dialectique négative éclaire bien la dialectique musicale entre les trois termes cette fois, c'est vraiment difficile. Enfin, moi, en tous les cas, je repère pas avec ça, et puis par contre, je me repère musicalement sur les trois. Parce que ce qu'on peut dire, si tu là, c'est un peu pour te répondre, c'est-à-dire que dans la dialectique classique de la forme sonate classique, il y a un souci d'équilibre et de symétrie. Donc, si tu veux, tu as une forme de résolution qui n'est pas réaffirmation d'une situation de départ, si je peux dire. Enfin, pas exactement la situation de départ, puisque les deux thèmes se retrouvent dans la même tonalité à la départ. Mais il y a une forme, là, c'est vrai, de résolution. D'ailleurs, c'est un terme musical, enfin, résout, parce que le mouvement t'a fait passer d'une situation à une autre. Ce n'est pas la reprise, c'est comme une cinéma. Il est vrai que les romantiques se situent comme ça en ne voulant pas résoudre. Donc il y a une espèce de primauté du mouvement, si tu veux. Il y a une sorte d'idée que le mouvement, en un certain sens, est incommensurable à toute situation et donc ne doit pas se parachever dans quelque chose qui en serait la mesure, parce qu'il n'y a pas de mesure situationnelle du mouvement. Enfin, voilà. D'où le fait que souvent il termine, par exemple, il s'autorise de terminer dans une autre tonalité que la tonalité de départ. Que la fin est un peu en suspension, la fin est ouverte. Et alors après, donc, il y a toute la question de savoir justement comment procède Beethoven pour être le classique de l'époque du romantisme, pour être ni l'un ni l'autre, mais en étant toujours quand même dans une problématique d'une affirmation. Enfin, le mouvement dialectique produit quand même ultimement une affirmation. Et alors là, c'est souvent, mais là je me souviens plus très bien que dans les techniques Rosel, mais c'est très intéressant, c'est que justement, c'est plus une affirmation en termes de situation, mais une affirmation en termes un peu de nouveaux types de mouvements. Par exemple, c'est il y a l'option de quelque chose de fugué, du gâteau, par exemple, qui vient à ce moment-là introduire à l'intérieur même du mouvement et basé sur le travail thématique, un autre type de mouvement. Et à ce moment-là, il y a une productivité en termes de mouvement et pas strictement en termes de situation au sens de résolution dans la tonalité des bases. Voilà, c'est simplement pour dire que donc on a une situation musicale qui est quand même assez compliquée, on a une dialectique quand même qui est très très particulière.
Et moi, j'ai toujours trouvé que ce livre-là, comme les autres, finalement, dit plus sur Adorno que sur Beethoven. Pour dire les choses, il y a son intérêt propre, mais enfin, ça dit plus sur Adorno que sur Beethoven. En tous les cas, disons, pour toi, si tu me permets, si tu veux essayer de comprendre à Beethoven, ne lis pas ça. Si tu veux comprendre Adorno, oui. Si tu veux comprendre quelque chose à Beethoven, lis Charles Rosen, mais pas ça. Enfin bon, voilà. Et je trouve que dans ce que tu dis, ça circule bien là-dedans. Enfin, j'ai trouvé, y compris sans doute, ça rend compte de ce point que tu as abordé plusieurs fois, c'est pourquoi c'est inachevé, sachant que ça ne l'est pas strictement pour des raisons factuelles, etc. Enfin, il a achevé son malheur. Donc, il pouvait, bon. Oui, parce Oui, que, oui, enfin, parce que alors justement, j'allais le dire, et puis tu l'as formulé, c'est que on a l'impression, oui, qu'il y a c'est un laboratoire de la pensée d'Adorno, de l'élaboration justement de la dialectique. C'est une contradiction. À des moments, d'ailleurs, on le voit, il explique aussi l'éditeur que ce projet il est repris à certains moments, justement, c'est une élaboration personnelle. Et je ne pense pas enfin, il ne s'agit pas forcément voilà, d'une monographie sur Beethoven au sens où il s'appuie justement lui-même sur des ouvrages sur Beethoven qui sont nombreux et qui pour lui sont pertinents aussi. Donc c'est pas vraiment Rosen, voilà. Donc c'est en ce sens-là qu'il y a, voilà, il y a une dimension effectivement expérimentale. Pour penser la dialectique. Alors sur effectivement la négation et la critique, c'est vrai que oui, d'où la citation que vous avez employée, il pense la dialectique comme un processus, on pourrait dire, infini de la critique et de l'autocritique. C'est le principe de la dialectique négative, c'est ce qu'il explique d'ailleurs de la dialectique négative, c'est qu'effectivement, la dialectique négative, ça n'est pas une dialectique de la négation non plus, c'est-à-dire il ne faut pas, comment dire, hypostasier la négation. C'est pas une philosophie de la négation ni une philosophie de la différence. Voilà, c'est une dialectique négative au sens, comment il le dit dans ses conférences en français, voilà, où les concepts se dévorent eux-mêmes. Enfin, c'est-à-dire, c'est un principe justement. Alors négatif au sens oui de critique et aussi au sens de destructeur, au sens de dissoudre les catégories. Et c'est ce qui se passe effectivement dans la philosophie de Hegel, parce que dans la philosophie de Hegel, effectivement, certes, c'est peut-être la différence avec ce qu'on disait tout à l'heure face à la double négation, c'est-à-dire que certes, ça débouche sur une affirmation, mais cette affirmation est tout de suite justement prise dans la négativité elle-même et voilà, se nie dans une autre figure. Donc la double négation et l'affirmation, ça rejoint peut-être ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a la, le résultat de la double négation n'est pas identique effectivement à ce qui est posé au départ. Justement, c'est une nouvelle figure qui elle-même, de ce fait, voilà, est prise dans un processus qui, alors après, ça pose la question de la fin du processus en fait chez Hegel ou éventuellement chez Adorno. D'où la question aussi politique parce que euh, voilà, c'est l'affirmation ou la négation de la négation, ce n'est pas forcément une restauration. Voilà, donc, ce que Adorno comprend, la reprise chez Beethoven, enfin, et puis la réconciliation justement chez Hegel comme un moment de restauration au sens politique. Et sachant que même pour Hegel, la restauration, même au sens politique, justement, c'est encore une poursuite de la révolution. C'est un petit peu comme chez Badiou, voilà, au sens où même les périodes intervallaires auraient une fonction dans l'histoire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce qui rend la complexité. Et de ce fait, oui, c'est la critique de l'existant, voilà, la dissolution même de l'existant. Enfin, donc ça, sur le premier point, effectivement. Euh, et ouais, en même temps, tu disais voilà, que Beethoven maintient coûte que coûte le classicisme. On pourrait dire que ça vaut aussi pour la philosophie de Hegel. Et ça vaut aussi pour une certaine conception dialectique et esthétique, sur laquelle moi je travaille aussi un peu en ce moment. C'est effectivement le matérialisme dialectique tel qu'il s'élabore
dans le bloc de l'Est à l'époque d'Adorno, parce qu'il y a aussi un autre aspect qui est à l'arrière-plan, mais dont Adorno parle très peu, c'est la critique justement d'une certaine, voilà, d'un certain développement, état, alors non seulement social ou politique, mais aussi un certain état de la théorie dialectique, dans le dialectique, dans le diamètre, comme il dit, et de ce fait aussi une certaine forme d'esthétique, alors justement aussi néoclassique ou classique, avec leur fonction, c'est pour ça que c'est la citation de Balzac, avec une fonction qui se veut précisément une fonction politiquement voilà, progressiste, on va dire. Et qui utilise justement massivement d'ailleurs la musique de Beethoven aussi à cette époque-là. C'est-à-dire la musique de Beethoven dans le bloc de l'Est, c'est quelque chose d'important justement comme puissance d'affirmation. Voilà, c'est ça. Par opposition justement aux conceptions, à ce qui serait la conception d'Adorno, justement cette conception peut-être critique, dialectique. Enfin, voilà. Mais si je veux me permettre, François, il y a quand même un truc que Alors, j'ai pas lu tout le livre d'Adorno. J'ai lu les premiers chapitres et en particulier le chapitre 2. Et moi, je ne vois pas la dialectique négative à l'acte dans le chapitre 2. Je vois une série de remarques sur la nature dialectique de la musique de Beethoven et ma connaissance très limitée de Hegel. J'ai l'impression qu'on peut tout à fait appliquer les catégories de Hegel à cette analyse. Et j'ai l'impression que peut-être là où il va vraiment vers la dialectique négative, c'est quand il aborde les œuvres du dernier Beethoven et il essaie de leur faire dire en détail des choses qu'ils ne disent pas nécessairement. Non, mais à dire vrai, là, je ne m'appuyais pas. Moi, j'ai lu ça il y a 5 ans, je sais pas. Donc, parce que moi, ce que j'aurais envie de faire, là-dessus, je m'appuie sur la dialectique négative, sachant que, comme l'a rappelé Patrick, c'est un chantier, enfin, il expérimente à propos de Hegel ce qui va pas systématiser, mais un truc de dialectique négative. Donc, je prends, tu vois, à l'inverse. Donc, je ne fais pas la démonstration à partir de ça. Oui. Mais moi, alors, il faudrait le relire, il faudrait que je le relise pour essayer de répondre à ce que tu me dis. Parce que ce que j'aurais envie de faire, moi, c'est de prendre le deuxième chapitre et d'en faire un livre, tu vois. Il faudrait que je le relise pour te dire en quoi. C'est pour ça que je posais cette question, pour essayer de préciser quelle est la nature dialectique de Beethoven, mais au sens du chapitre 2, si tu veux. Oui, mais justement, ça, c'est pas neutre, parce qu'on voit bien qu'il choisit aussi certaines œuvres musicales de Beethoven. Donc, ça, c'est très net, le style tardif. Alors, on disait comme la Missa Solemnis. Donc, il ne s'agit pas de rendre compte de la production de Beethoven dans son ensemble. Et justement, ces œuvres, bon, d'abord, est-ce que son analyse, effectivement, elle peut nous satisfaire, bon, et puis d'autre part, est-ce que, voilà, c'est une certaine, même, je dirais, une certaine conception de la négativité qui est appréhendée dans ces œuvres-là. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Et puis, d'autre part, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est quelle est la fonction des catégories de Hegel, parce que si effectivement, comme dans le chapitre 2, on voit, bon, bah, on utilise des catégories logiques, voilà, toutes les problématiques de totalité, singularité, particulier, ou les catégories logiques de l'être, logique des sens, de la réflexion, la différence, collectivement, différence, contradiction, enfin voilà, tout l'arsenal logique. D'autre part, des concepts qui pourraient être opérateurs, tels que voilà, travail du négatif, qui sont plutôt pris dans la phénoménologie de l'esprit. Donc là, on pourrait dire, bon, bah, voilà, on utilise ce qui est voilà, un arsenal de catégories, ce qui est différent de se positionner par rapport, comme on disait, voilà, à ce qu'est la dialectique de Hegel et à ce processus alors peut-être effectivement Lower on donne d'autres versions et de poser d'identité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas non plus de théorie en fait dans ce livre-là de ce que serait la logique de Hegel, par exemple. C'est ça. Il y a des emprunts. Voilà. Mais oui, donc selon vous, il y a vraiment depuis la première page, il y a un parti pris très fort qui est l'interprétation de Adorno des concepts hegeliens. Donc on est déjà ailleurs que chez Hegel. Moi, je pense que si tu veux, il est vrai que là, comment te dire, il emploie les concepts de la dialectique, mais sans. À sa sauce. Enfin, oui, à sa sauce, mais sans le dire. Oui. Et là où il le dit, si je puis dire, c'est dans la dialectique négative. Voilà. Et donc, il les met, comme tu l'as très bien dit, il essaye de les mettre. Alors, il faudrait reprendre historiquement les textes, je ne sais pas quoi, on fait un travail, mais il
il essaye de les mettre à l'épreuve de ce matériau musical, de voir ce que ça produit. Voilà. Donc son enjeu là n'est pas immédiatement de clarifier ses propres catégories philosophiques, qui se passe en dialectique négative. Et donc, mais je pense que ça transpire, si tu veux, ça transpire à la lumière de dialectique négative. Mais là, il faudrait que je le relise pour te dire je vois la chose. Puis je pense qu'il prend à rebours justement une certaine conception de la musique de Beethoven, que je pourrais dire peut-être organique, enfin, oui. Justement. Enfin, oui. Et d'où l'idée de façon polémique, parce que c'est toujours aussi très polémique les ouvrages d'Adorno. Donc de pointer justement, de s'attacher à certaines œuvres de Beethoven, et justement pour mettre en évidence justement des concepts, des éléments qui résistent à ce qui ferait effectivement la conception traditionnelle, enfin, ou de Beethoven, ou des usages de Beethoven. En particulier des usages politiques de Beethoven et des problématiques de la composition en relation à Beethoven. Oui, non, bien sûr, justement, avant de faire, on peut peut-être s'en tenir là, s'il n'y a pas de propos. Bon, ben, écoute, oui. Merci. Merci beaucoup à vous. Tu aurais un texte pour nous laisser ou tu as écrit J'ai repris des éléments de ce que j'avais présenté justement l'année dernière, la supérieure sur à propos du livre, sur Adorno. Donc ça, oui, je peux volontiers. Ouais, je peux le reprendre aussi. Oui, il est sur HAL. C'est ça. Il est en accès libre, je t'envoie. Ouais. Il est déjà. Oui, alors soit tu, à ce moment-là, dis, envoie-le-moi, comme ça je le mets sur le site, Voilà. sous ton corrélation.